Pour évoquer ce nouveau développement au Niger, nous recevons Francis Laloupo, journaliste, enseignant en géopolitique et chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, auteur de l'ouvrage Blues démocratique 90-2020, publié aux éditions Cartala. Francis Laloupo, bonsoir et merci. Bonsoir Namouri. Comment interpréter la dernière annonce des militaires nigériens? S'agit-il d'un acte dilatoire ou d'une fuite en avant? C'est une fuite en avant, c'est une stratégie de la surenchère, mais ça nous indique aussi que le processus de coup d'État n'est pas achevé, parce que d'abord on peut se demander dans quel cadre légal les militaires putschistes peuvent poursuivre un chef d'État qui n'a pas démissionné. Et si effectivement ils engageaient cette poursuite jusqu'à son terme, ce serait une façon en fait de contraindre Mohamed Bazoum à la démission, ou en tout cas de le déchoir de ses fonctions de président de la République. Ce qui n'est pas encore fait. Ça signifie donc que le processus de prise de pouvoir par la force n'est pas encore achevé. Mais c'est aussi une manière de fuite en avant justement pour renforcer le chantage qui est aujourd'hui donc mené par ce groupe de putschistes, un chantage à l'égard de la CEDEAO, qui est l'interlocuteur premier de cette junte militaire dans le cadre de la résolution de cette crise. Puisque la CEDEAO a mis en place un dispositif qui passe par la diplomatie et aussi la contrainte. Diplomatie, évidemment, par les négociations, contrainte par le recours à l'action militaire. Donc nous sommes dans un contexte où on voit bien qu'en fait, il y a une obstination tout à fait affirmée de la part de la junte militaire de mener jusqu'à terme ce qui est effectivement un coup d'État, puisque la CEDEAO continue, elle, de penser, en tout cas de considérer que le coup d'État n'est pas encore consommé. Alors justement, au sujet de la CEDEAO, elle y voit ce soir une nouvelle provocation de la part des putschistes à Niamey. Les menaces des hauts gradés nigériens peuvent-elles accélérer l'éventuelle intervention militaire brandie par l'organisation ouest-africaine ? Vous savez, en fait, une action militaire comme celle-là, c'est un instrument diplomatique aussi. Cela fait partie de l'arsenal diplomatique, puisque l'action militaire, telle qu'elle est annoncée, est un outil de persuasion pour donc amener les putschistes à renoncer à leur aventure, ou de dissuasion, et donc aussi pour les amener à y renoncer. Mais justement, au sujet de la dissuasion, avec cette annonce de poursuite vis-à-vis du président, on a l'impression que ce n'est pas vraiment la meilleure option. On voit bien que la dissuasion ne fonctionne pas. Donc on peut considérer que l'action militaire, si elle est menée, serait plutôt une manière de persuader donc, les auteurs de ce coup d'État à y renoncer. Mais je pense qu'au bout de 2 semaines, on peut quand même faire un point sur ce qui s'est passé très rapidement. On est passé par une tentative de coup d'État, par la séquestration d'un chef d'État en exercice, un chef d'État élu, par des menaces de mort proférées donc à l'encontre de ce chef d'État, par une forme de chantage et de prise d'otage. Et aujourd'hui, on en arrive donc à cette annonce de poursuite pour haute trahison. Je pense que l'ensemble, je dirais, de ces actes posés par la junte militaire l'enferme en quelque sorte dans l'obligation d'aller jusqu'au bout de son aventure. Donc, on peut en déduire que si la CEDEAO, elle, va jusqu'au bout de sa logique, il y aurait une action donc militaire. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut donc préciser que la CEDEAO n'est pas en guerre contre le Niger, parce qu'il y a beaucoup de tempêtes qu'on entend en ce moment, alimentées fortement par les réseaux sociaux. La CEDEAO ne mène pas une guerre contre le Niger, et la CEDEAO a déjà eu par le passé des actions militaires de ce même type. Et quand on fait le bilan des actions passées de la CEDEAO, il me semble quand même qu'il n'y a pas de quoi, en tout cas il n'y a aucun élément tangible qui pourrait amener à considérer que la CEDEAO est un massacreur de civils et ne met pas en place des dispositifs parfaitement adaptés aux situations comme celle-là. Ali Mahaman Lamine Zeine, le Premier ministre désigné par les militaires à Niamey, expliquait dans une interview aujourd'hui que son pays était en mesure de surmonter les sanctions imposées par la CEDEAO et la communauté internationale. L'analyse de cet économiste de profession est-elle réaliste ? Écoutez, je pense que nous sommes davantage dans le domaine de l'incantation que de la réalité. Le Niger est un pays fragile, comme on le sait. C'est un des pays les plus vulnérables de la région ouest-africaine, voire du continent. Les sanctions produisent déjà leur effet, parce qu'il faut quand même penser évidemment à tous les civils, que ce soit d'ailleurs des civils nigériens
ou des civils, des commerçants notamment de cette sous-région, qui aujourd'hui vivent déjà très durement les conséquences de ces sanctions, sans compter également la question de l'énergie par exemple. Hein. On mesure aujourd'hui, à l'aune de ces sanctions, la grande dépendance du Niger à l'égard du Nigeria par exemple, pour sa fourniture en énergie. Les putschistes nigériens ont-ils les moyens d'un isolement sur la scène régionale et internationale ? Ils ont la possibilité d'un isolement politique. Ils ont moins la possibilité d'un isolement économique ou d'un isolement diplomatique. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Pour les chancelleries occidentales, le Niger apparaissait comme un exemple pour la démocratie en Afrique de l'Ouest. Or, depuis le putsch, certains Nigériens indiquent qu'ils préfèrent les militaires à une démocratie malade. Y a-t-il aujourd'hui une solution pour dépasser la rancœur qui habite une certaine partie de la population nigérienne vis-à-vis des politiques au Niger ? Alors, c'est un phénomène qu'on observe aussi bien au Niger que au Mali aussi, au Burkina Faso. On a entendu ce genre de propos, ce genre d'amertume se manifester. Et on le voit surtout chez une certaine génération, une génération qui a 30 ans aujourd'hui ou qui a 20 ans, qui n'a pas connu les partis uniques, qui n'a pas connu le régime militaire du passé. Parce que le régime militaire, ce n'est pas une nouveauté, je veux dire, sur le continent, et c'est encore moins une nouveauté pour cette région, et c'est encore moins une nouveauté pour le Niger. Donc c'est souvent une génération qui n'a pas connu le régime militaire, qui n'a pas connu les partis uniques ou les autocraties du passé. Il y a une grande déception, effectivement, vis-à-vis de la conduite de processus de démocratisation, pas seulement au Niger, dans plusieurs pays, mais il y a une grande confusion à considérer que c'est le système démocratique en lui-même qui a failli. C'est-à-dire que davantage que de stigmatiser ou de jeter l'anathème sur le système démocratique, il faut surtout retenir que c'est moins le système démocratique qui est en cause que les défaillances. Et plus que les défaillances d'ailleurs, c'est plus le fait que les règles démocratiques n'ont pas toujours été respectées par ceux qui étaient censés, par les élites politiques, certaines élites en tout cas politiques, qui étaient censées renforcer le processus, enraciner les règles démocratiques et en tout cas mener jusqu'au bout ce processus de démocratisation en y associant l'ensemble des communautés nationales. Donc c'est d'abord le fait des hommes, des élites qui n'ont pas, ou des femmes d'ailleurs, des élites en tout cas politiques, qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas été, respectueux des règles démocratiques que le système lui-même. Alors, il faut peut-être, engager une pédagogie, peut-être réactiver une pédagogie de la démocratie pour amener les jeunes générations, amener les communautés nationales à réparer ce qui n'a pas fonctionné dans la démocratie, remettre, en scène les processus de démocratisation, parce que hors de la démocratie, il faudrait restaurer les autocraties, remettre en place des dictatures ou mettre en place des néo-dictatures. Je ne pense pas que ce soit à cela qu'aspirent également ces jeunes qui manifestent aujourd'hui. Alors, comme après chaque coup d'État en Afrique de l'Ouest, la question de la démocratie en Afrique est naturellement posée. Pensez-vous qu'avec tout ce qui se passe depuis 3 ans en Afrique de l'Ouest, sommes-nous à la fin d'une ère ? Nous sommes certainement à la fin d'une ère. Nous sommes à un moment, je pense que, alors c'est un peu facile de parler de croiser des chemins, c'est pas tout à fait le cas d'ailleurs. On est, je pense, à une période de bilan. Le bilan d'abord de 30 ans de processus de démocratisation. Parce que quand on entend souvent les critiques contre la démocratie, il y a des pays où la démocratie fonctionne sur le continent. Il ne faut pas oublier cela non plus. Au Ghana, il n'y a pas de remise en cause du système démocratique. Au Nigeria, le Nigeria continue à faire son chemin et à parfaire, à renforcer, à consolider son processus de démocratisation. Le Cap-Vert, la Tanzanie, le Botswana, l'Afrique du Sud. Dans aucun de ces pays, il n'est question de remettre en cause le système démocratique. Donc il faut interroger que les pays, les espaces nationaux où ce système n'a pas fonctionné, et faire le bilan, effectivement, de ce système et remettre, en mouvement les communautés nationales, parce que la démocratie, c'est une œuvre commune, elle ne se décrète pas. Que c'est une œuvre collective, c'est un patrimoine collectif. Et il en va des actions des uns des autres, des hommes et des femmes qui constituent une communauté de destin, de renforcer, de conduire jusqu'à terme ce processus qui est le seul, en fait, qui permet à toutes les énergies, à toutes les intelligences nationales de pouvoir participer à la construction nationale. Francis Aloupo, merci pour cet éclairage au sujet de la situation au Niger. Je rappelle le titre de votre livre, Blues démocratique 90-2020, un ouvrage à retrouver aux éditions Cartala. Merci à vous.